día. Recuperamos a pensión da xornada anterior, con novas aportacións, con novos ponentes. Neste caso vai ser unha sesión dedicada ao descoñecido tema das identidades, que falamos todo o día dentro, non sabemos realmente o que é. Bueno, eles saben, non sei. E para iso temos aquí a dos ponentes como nos días anteriores, xeral, un ponente galego e un ponente que procede de Bretaña, ou das universidades bretonas. Por tanto, practicamos este comparatismo constructivo, o que eu invocaba no día de onte, que me parece especialmente necesario neste momento histórico que estamos vivindo. Vai falar en primeiro lugar Xosé Manuel Núñez Seixas, que digamos, podríamos dizer que é un produto galego de calidade, dito en términos comerciais, que é licenciado pola Universidade de Santiago, hai doutorado en Florencia, logo fixo un recurso académico moi intenso na Universidade de Santiago, con varios temas de investigación, especialmente nacionalismos no século XX, nacionalismos internacionais, como foi a tese en Florencia, emigración, problemas culturais, non tanto demográficos, sobre os propios migratorios, que publicou varios libros, algunos en francés. E finalmente, desde 2012, foi profesor catedrático da Universidade de Múnich durante os últimos 5 anos, e agora felizmente para nós, está retornado, se incorpora de novo á Universidade de Santiago de Compostela e ao Departamento de Historia Contemporánea, que formou parte desde que regresou de Universidade de Florencia. No, do Instituto de Universidade de Florencia. De modo que todo o que ten que ver con cuestión nacional, cuestión migratoria e outras paralelas, é sempre no século XX, é sempre no século XX, ou XX, o que leva a publicar depois 30 libros, aproximadamente. O último, bueno, hai un antepenúltimo, un sobre a División Azul, o penúltimo, creo que é sobre a España en democracia, e o último, probablemente, que é a punto de sair, pero ainda non estou en disposición de poder firmar. De modo que se vai falar da identidade galega no espello histórico. Por tanto, moi ben, moitas grazas, merci beaucoup. Non sei como sería en bretón, sinto moito. Trugar. Ben, para min, en primeiro lugar, un placer estar aquí, un doble placer. Primeiro, porque o Consello de Cultura Galega sempre foi en casa, de moitos anos. Segundo, porque é un tema especialmente fascinante e interesante, a comparanza entre Galicia e Bretaña, dúas periferias que moitas veces vistas desde fora parecen moi semellantes, pero sobre as que se ten exercido moi pouco a ollada comparativa. En terceiro lugar, obviamente, gracias polo convite, que ademais para mí reviste un certo componente, se vostedes queren, emotivo. Eu fui un estudante Erasmus na Universidade de Borgoña no ano 88. Me recordo que o primeiro libro de historia enteiro que lín en francés, naquela altura con moito dicionario, moito esforzo, foi unha historia do movimento bretón, l'histoire du mouvement breton de Alain Denier, libro do ano 76, un libro bello, clásico, así todo, despois completado con outros enfoques, como de Carney, etc. Pero eu quería, sobre todo, ler francés para saber de Bretaña. Por que quería saber de Bretaña? Porque, obviamente, como novo estudante novo galego en Universidade de Santiago de Compostela, ler a Bretaña Esmeraldina de Méndez Ferrín, Puntos de Pedra na Bretaña de Castelao, etc. Para mí, Bretaña, as crónicas dos 80 de Cunqueiro, é dicir, para mí, Bretaña era unha sorte de mito, que despois fui visitar varias veces. Por iso tamén para mí un placer especial. Vou levar a cabo, segundo que se me ten encargado, un percorrido histórico de longue durée, de longa duración,
sobre a identidade colectiva dos galegos e das galegas, non tanto unha prospección sociolóxica, eu non son sociólogo, son historiador do século XX, ainda que, para os tempos recentes, tamén percorrerei algunhas enquisas de opinión. Como todos vostedes saben, supoño que xa cheguei aquí, o conceito de identidade colectiva é un deses conceitos que sempre se discuten nas ciencias sociais. É voluble e debatible. Todos sabemos que identidade até que temos que definirla. É que é aquilo que nos fai diferentes dos demais. Hai autores que mesmo negan a existencia e a pertinencia do conceito de identidade colectiva. Outros prefiren referirse a procesos de identificación, son procesos dinámicos, variables, no que as persoas teñen unha parte fundamental. Non se trata de unha oferta desde arriba e es galego ou bretón por isto, senón que as persoas, os actores, negocian a súa identidade de maneira permanente, como outras marcas. Noutros casos, prefírese aludir a un conceito máis político, se quere, de lealdade, ou loyalty, en inglés, moi utilizado sobre todo por o Imperio Austrohúngaro. É dicir, aquí falamos de lealdades a identidades culturais, lealdades a institucións políticas, etc., que se poden partillar de moi diferentes identidades ou ascripcións culturais, lingüísticas, comunitarias, religiosas, etc. En algúns casos falamos de identidades colectivas partilladas, plurais, noutros casos de identidades híbridas. En algúns casos falamos de que un día se pon un chaleque ou unha chaqueta para ser francés e outro día se pon unha chaqueta para ser bretón. Eu prefiro dicir que moitas veces un leva unha camisa de bretón, unha chaqueta de francés, outra de europeo, que vai cambiando no segundo día, na circunstancia, no seu estado de ánimo, etc. Esta discusión non podemos abordar aquí en toda a súa identidade, pero por iso creo que hai que abordar, compre abordar o tema das identidades, sobre todo en perspectiva histórica. Os sociólogos, hoxe en día, os politólogos, poden recorrer enquisas, diferentes tipos de enquisas, enquisas abertas, fechadas. Os historiadores temos máis difícil para retrotraernos na historia, saber que se sentían os galegos ou os bretóns no século XIX. Temos indicadores, pero os indicadores moitas veces son só iso, indicadores. En todo caso, estamos de acordo en que as identidades son procesos dinámicos, son procesos mudables, son procesos suxeitos sempre a mudanza, que, na miña opinión, non hai que ver xa máis como unha sorte de botella que se enche, senón como un proceso de movimento, en que os actores concretos, as persoas, tamén teñen alguna cousa que dicir. É dicir, non é que, como na descripción clásica dos procesos de nacionalización, aquilo de Eugene Weber para o caso da Francia, la fan de devoir, pesan sin ofensa. Pois aquí imos enchendo a botella, que a xente é francés, en 1914, 19. Bueno, as veces a botella se madeira, se reforzan as identidades por outra vía, as identidades locais, as identidades subnacionais ou identidades nacionais alternativas. Pero o meu propósito é achegarme, como xa dixen, a visión xeral da evolución da identidade colectiva en Galicia, se vostedes queren, ollándonos no espello bretón. Ese espello bretón que foi e ainda é idealizado desde Galiza, xa dentro dos anos 20 do século XX, mesmo antes, en clave literaria, musical, unha xeración que escoitaba a Wendell de Alan Stivell. Wendell ainda o escoito, Alan Stivell, a verdade que xa non tanto. Ou evocación dunha parentela céltica, complementaria a fascinación, todo hai que dicilo, por Irlanda. Desde as cruces de pedra da Bretaña, de Castelao, até o Bretaña Esmeraldina, de Xosé Luis Méndez Ferrín, iso que os historiadores da literatura chaman materia de Bretaña na literatura galega. Mais que adoito de pouco coñecido, sinceramente asimilado a realidade coñecida en Galicia. Eu podo contar a anécdota dun rapaz bretón que coñecí unha vez en Negreira, que fala un galego perfecto, non fala bretón, estaba sentado aquí desde décadas, e se me nos contaba que se enteirou de que existía o nacionalismo bretón cando chegou a Galicia. Porque todo o mundo lle preguntaba, a ver, os seus amigos, e dicían, ti sabes o que é a UDD? A Unión Democrática Bretón.
A UDB, sí que existe. Tú dónde está, de Frente de Liberación de Bretaña. Bueno, tienen que enteirarme de todo iso para falar cos meus amigos galegos, entón, para ele non fixera parte, digamos, das súas inquedanzas, non? Iso non quere dicir que non exista. Solamente quere dicir que ás veces o espello que nos vai, digamos, a volver a mirarnos a nos mesmos. Galicia e Bretaña son dous fisterres, se se quere, dúas periferias europeas. Vamos a utilizar esta bella distinción centro-periferia. Ora ben, non son periferias comparables de entrada, porque unha é periferia dunha periferia, Galicia é periferia dunha periferia da Península Ibérica ou España. Outra é unha periferia do centro, ou cando menos o que fora o centro, a que ven entrado do século XX, Francia, París. Ambas as dúas posúen unha forte personalidade colectiva definida desde fora, construída, por suposto, moi ben sabido como o turismo, por exemplo, a intensificación das viaxes por ferrocarril, foi construída a imaxe de Bretaña no resto de Francia, en finais do século XIX. Bretaña, neste caso, moito máis visible, como entidade recoñecible dentro de Francia, sempre un paradoxo entre os que nos habitamos o estudo comparado dos nacionalismos, a observar como o nacionalismo bretón, o movimento de reivindicación bretona, o ENSAF, en Bretaña, é moito máis coñecido fora, vale a súa debilidade relativa en termos electorales, do que o galego, que é moito máis forte en termos electorales. A razón, a loita ser moi simple, todo o mundo sabe onde está Francia e onde está Bretaña. Non tanta xente sabe moi ben onde está a Península Ibérica e moito menos ainda ubica Galicia. Así é todo, miradas enxergadas dentro do centro dos seus respectivos estados, tanto Galicia como Bretaña partillan o feito de seren olladas unha mestura de desprezo, unha banda de desprezo polo atraso e fascinación polo outro, fascinación polo iso. O estigma do atraso de carácter periférico, de territorios pobres, maioritariamente agrarios ou mariñeiros, acompañábase da fascinación por algúns dos seus trazos étnicos ou polos seus costumes ancestrais. E tamén o estereótipo de terras tradicionais a refugio da reacción, de Vendée e Sichuan, non sei se que a Vendée non se Bretaña, pero bueno, para entendernos. Unha imaxe decimonónica no caso bretón, como ben sabemos, máis moderna no caso galego, xa que o equiparable do Sichuan e a Vendée no caso galego sería o carlismo, que en Galicia é moito máis minoritaria, pero que reaparece con moita máis forza no século XX. De Galiza fálase ás veces como a Baviera española, en Bretaña fálase do efecto Bretaña, para os politólogos, é dicir, cando o resto de Francia deixa de votar unha forza política, en Bretaña se seguía votando esa forza política desalosada do poder en París. Periferia na que habería as revistas, na que habería nacionalistas radicais, Reconá ou galegos, pero tamén nacerían grandes nacionalistas españoles ou franceses. Francisco Franco naceu en Galicia, góstenos ou non. Jean-Marie Le Pen naceu en Bretaña, goste ou non. Na era das nacións e dos estados nacionais, tanto Bretaña como Galicia son definibles como etnies, no senso descrito no seu día polo especialista británico de nacionalismos Anthony Smith. É dicir, territorios cunha forte etnicidade diferencial, entendendo etnicidade nun senso constructivista, é dicir, como unha construcción obxectivada da diferencia, sexa a lingua, trazas de cultura material, etc., en parte preservados polo illamento xeográfico ou polo atraso económico, mais con referentes relativamente febles, relativamente pouco fortes de autogoberno no pasado. Quizáis máis fortes no caso da Bretaña, pois o Ducado de Bretaña existiu, se non estou mal informado, até 1532. A Ana de Bretaña, etc., o monumento aquel de Rennes que foi voado, en fin. O Reino de Galiza, bueno, estamos a debater se o Reino de Galiza existiu, se todo o Reino de León, de Castela era Reino de Galiza, etc., etc., pero bueno, algúns por lo menos.
pero o que sí podemos dicir é que o Reino de Galiza medieval só esporádicamente funcionou como unha comunidade política propia e foi incorporado de Moniaxiña a coroa de Castela. Ambos os dous fisterras europeus presentan xa no tempo histórico dos nacionalismos, é dicir, nos séculos XIX e XX, un trazo relativamente común, o hiperdesenvolvemento ideolóxico e máis a precoz diversificación da oferta política dos seus respectivos movimentos de reivindicación regionalista e despois etnonacionalista. Se sei que falar de mouvement nacionalista en francés é un pouco complicado, pero bueno, utilizarei en galego. Máis temperáns e mesmo máis radicais no caso bretón do que no caso galego. O primeiro PNV bretón, se non estou equivocado, antes da Primeira Guerra Mundial se reivindicaba a independencia. E había xa varias organizacións. Seguido, en menor medida, dun apoio social a esas demandas. É dicir, había unhas élites minoritarias, políticamente moi movilizadas, moitas veces moi radicais, pero con escaso apoio social. Un grau de apoio que mesmo no caso bretón, nos anos 20, sobre todo nos anos 30, era moito menor do que no caso galego. Naturalmente, a iso axuda tamén un contexto político institucional diferente da estrutura da oportunidade política. Un sistema político con distritos uninominais, segunda volta mayoritario, non axuda a que se consoliden forzas políticas nun movimento nacionalista. Fai non moito máis complicado. Bretaña ten sido a primeira periferia rebelde, entre aspas, da Francia xunto dos occitanistas. A Maguities, cuxa obra que coñecemos todos. Ten lembrado tamén que no regionalismo francés a Belle Époque, representado, por exemplo, pola Federación Regionalista Francés, desde 1900, esa especificidade francesa que existe unha organización regionalista unificada para todo o territorio francés, non deixa de ser unha excepción no contexto europeo. Se ha sinalado que os regionalistas franceses de diferentes lugares ían nunha onda, defendían un tipo de centralización administrativa, etc. Os bretóns ían noutra onda, predicaban o etnonacionalismo, ou estaban na fase A ou na transición fase A, B do modelo de Milos Lafroig, que seguramente se foi invocado, é dicir, do activismo cultural o activismo político. Os bretóns ían nunha onda tiña unha mensaxe moito máis culturalista, moito máis romántica, máis reivindicativa. Tamén os occitanistas despois, pero penso que sobre todo os bretóns. Mas no período de entreguerras, a reivindicación bretona foi escurecida en parte pola maior poxanza do movimento alsaciano, sobre todo a partir de mediados dos anos 20, sobre todo os anos 30. En a Francia da posguerra, despois de 1945, e a partir sobre todo dos anos 60 e 70, o protagonismo bretón foi escurecido pola maior visibilidade política e apoio social en termos relativos do movimento corso, do movimento nacionalista corso. Así é todo, os bretóns foron, con frecuencia, por lo menos até a Segunda Guerra Mundial, o laboratorio de ideas preferente do que podemos chamar os nacionalismos periféricos do hexágono francés. Até a irrupción dos occitanistas del Robert Laffont en Occitania, é un modelo de colonialismo interno nos anos 50 e 60, pero nos anos 20 e 30 as ideas que se movían sobre descentralización, sobre federalización de Francia, sobre todo nacían na Bretaña. Unha figura como Duhamel, o Comité Central de Minorité Nacional de France, fundado en 1927, etc. É dicir, isto por lo menos até os anos 30. Pola contra, o galeguismo político e cultural, malia nacer case ao mesmo tempo do que o movimento catalanista, non experimentou o forte crecemento que o catalanismo, en menor medida o nacionalismo vasco, coñeceron a partires do chamado desastre colonial de 1898, a perda de Cuba, Puerto Rico e Filipinas por parte do Imperio Español, que deixou de ser un imperio. O galeguismo só deu o salto ao nacionalismo entre o ano 1916 e 1918, que estamos a conmemorar nestes anos,
O mesmo, por exemplo, co nacionalismo palés, o nacionalismo corso, o nacionalismo frisón, hai outra serie de micronacionalismos ou movimientos nacionalistas periféricos de Europa Occidental que tamén dan o salto neses anos o aveiro da difusión do principio das nacionalidades, da difusión do wilsonismo, etc. Non o caso do bretón, que xa o dera antes, curiosamente, pero sí, é o caso de outros moitos, os occitanos, etc. E fai ese salto cara ao nacionalismo, cara a afirmación programática de Galicia unha nación con dereito a autodeterminación, máis tarde do que o bretón. Agora, o galeguismo foi sempre un tanto a rebufo con diferentes ritmos dos nacionalismos catalán e vasco, sendo sobre todo o catalanismo un constante referente de emulación política. Iso tivo unha consecuencia, do ponto de vista, tivo unha consecuencia paradoxal, que o galeguismo foi un movimento nacionalista que nos anos 30, ou nos anos 90 do século XX, experimentou un crecemento, un protagonismo social considerable en perspectiva comparado con outros movimentos minoritarios de Europa Occidental no período de entreguerras ou despois, e mesmo sen chegar a ser hexemónico en ningún momento da súa historia. Pensemos que a súa máxima cota situouse alrededor do 25% dos votos válidos na segunda metade da década de 1990. A pesar disso, non tivo o protagonismo exterior, non tivo moitas veces a visibilidade que se tiveron outros movimentos máis minoritarios. Pero, sen embargo, se beneficiou dos avanzos dos irmáns maiores. Sempre se beneficiou das conquistas que, sobre todo o catalanismo, pero o nacionalismo vasco, arrancaron do Estado. E grazas a iso, boa parte grazas a iso, debido a que catalanistas e nacionalistas vascos forzaron 1931-36 durante a Segunda República Española ou desde 1978 a generalización da descentralización política da estrutura do Estado a outros territorios de España, iso dunha banda beneficiou o galeguismo, dice que Galicia sempre foi a rebufo desas conquistas. Podemos mesmo duvidar de que tivéramos o mesmo nivel de autonomía de que gozamos hoxe, mesmo de que esta institución existise, se me permite, de non ter existido os cataláns a romper primeiro, digamos, o caparazón centralista. Non sei, isto vai a ser así no futuro, pois podemos dubidar, pero bueno. En todo caso, iso tamén ten sobre un efecto paradoxal. O galeguismo é sempre o irmán pobre dentro da familia dos nacionalismos subestatais ibéricos. Moitas veces ollado con certo desprezo, non vou dicir desprezo, pero si certo desleixo ou unha mestura de descoñecemento e presuizo dende as outras periferias hispánicas. Entón, se comparamos o galeguismo co nacionalismo corso, por exemplo, ou co nacionalismo galés, a comparanza é bastante favorable ainda hoxe co nacionalismo galego, en termos comparativos. É dicir, termos apoio social, poxanza da reivindicación cultural, da lingua propia, do mercado cultural, etc., para o nacionalismo sacro. Bueno, aí xa quedaron algunhas semellanzas xenéricas entre as situacións históricas identitarias de Galicia e de Bretaña. Tamén hai diferenzas específicas. Cales? Bueno, podemos debater sobre ellas, pero eu vou apuntar algúns temas. Primeiro, a ambivalencia da etnicidade. A pesar do abandono progresivo da lingua galega pola burguesía por parte das clases medias urbanas dende a idade moderna e, a diferenza quizáis da Bretaña, da escasa empatía da Igrexa Católica cara á lingua, nin sequera como instrumento para frear a penetración da secularización e da modernización liberal. Iso que sí funciona en Bretaña, nos país vasco francés, porque se os campesinos non saben francés, entón non se fan republicanos, por tanto, os franceses. Isto aquí, sen embargo, non pasa na mesma medida. A pesar disso, é indubidable que o idioma propio revestiu, dende comezos do século XX, e ainda posúe na actualidade,
unha relevanza na Galiza moito maior do que na Bretaña, onde a decadencia das linguas propias, bretón e galó, que se menciona, tamén existe o galó, foi imparable dende, polo menos, comezos do século XX, dende a Primeira Guerra Mundial. Aí evidenciábase de entrada a diferente axencia e eficacia nacionalizadora dos estados español e francés, mais tamén o influxo das súas guerras mundiais. É dicir, Bretaña está chea de contentos e caídos pola patria, que tal vez non temos caldear, e aquí non existe tal cousa. Con todo, o feito de o galego ser un idioma romance, ali, o contrario do bretón, tamén favorece o bilingüismo e os transvasamentos idiomáticos. É moito máis fácil para un castelán falante aprender galego do que supone para un franco falante aprender bretón. Así de todo, o galeguismo é desde 1916 un movimento monolingüe ou prácticamente monolingüe galego no que se refire aos seus medios de expresión e máis a súa cultura política e segue a aspirar a unha sociedade normalizada en galego, unha sociedade con 100% de funcionamento galego onde os cidadáns sexan multilingües. En troques, que me corrixan os especialistas, pero eu teño impresión de que o movimento bretón que defende sobre todo a preservación do bretón, da lingua bretona, da lingua do galó, máis xa do período de entreguerras, levou a cabo máis ben un uso, sobre todo, simbólico do idioma, nomeadamente do bretón, e da identidade céltica transnacional da edad social. Simplemente chamou a atención a aquel partido do período de entreguerras que se chamou o Partido dos Celtas Renditivos. Así vamos a, por exemplo, textos reveladores como as memorias de historiadora bretona, filla de familia bretona, Mona Ponzuf, a súa composición francesa, de 2009, de la conta a súa infancia, nos anos 30 e 40, me conta como o bretón estaba presente, sí, pero xa non era lingua que lle falaba. Facía exercicios de bretón, lia literatura en bretón, era a súa aboa que falaba bretón, pero sin embargo sempre lle falaba francés. É dicir, isto era, digamos, a diferenza entre cultivar o bretón ou cultivar a lingua que se quere revigorizar, digamos, na familia e facelo de maneira simbólica. Saben que a nena se lo bretón, pero primeiro francés. En troques, outros trazos diacríticos de identidade colectiva se presentan no caso bretón unha forza igual ou maior do que no caso galego. Desde a música, até o amor por certos símbolos, o orgullo das orixes célticas, o celtismo dos galegos, pois aquí me contas en postado, no caso de Dona Real, non somos celtas, pero bueno, somos celtas curtos, non se diría, celtas curtos era un tipo de tabaco. Vamos a decir, obviamente o galego non é unha lingua celta, ni a Mondoñedo, Bretonia, Galicia de Mairó, todo iso, xa sabemos que existe, pero eu recordo unha vez que me visitou un amigo galés que esperaba encontrarse aquí unha sorte de Irlanda ou de Escocia na Península Ibérica, e despois de unha semana me dixo: mira, non te ofendas, pero isto é tan celta como a Trafalgar Square en Londres. Segundo me dixo: sí, a gaita está moi ben, pero non son a flamenco. É dicir, todo depende da percepción. O papel das migracións. En ambos os dous países a inmigración ten maior influxo do que a inmigración na configuración da súa respectiva identidade colectiva. No caso galego, o peso da migración transoceánica é moito maior do que no bretón, onde as migracións, por lo que sei, se dirixiron sobre todo a París e outros lugares da Francia. Non hai unha migración transoceánica tan forte como hai, por exemplo, no caso basco francés. Varios grupos bretonantes ou bretonán de París ten unha certa relevancia na historia do movimento bretón e no artellamento da súa cultura. O seu papel, na miña opinión, non é tan comparable ou non é comparable o forte peso da diáspora americana en menor medida europea no caso galego, onde boa parte dos estímulos e dos
moitos apoios para as empresas, para as endeitas de emancipación política e cultural, viñeron das comunidades galegas do exterior. Ainda que aquelas como tales, é dicir, as ideas e esses estímulos non nacen fora, senón dentro, pero foron elaborados e amplificados adoito por migrantes ou por persoas con experiencia migrante. Penso que ese factor non está tan presente no caso bretón, si está presente no caso do movimento bretón do período entre guerras, Barney e outros que son mostraron moi ben a experiencia da Primeira Guerra Mundial. Hai unha minoría de combatentes mobilizados, igual que no caso Sardo, igual que no caso Flamengo, en que na vez de nacionalizarse, digamos, na identidade do Estado mayoritario, o que fan é tomar en consciencia da súa identidade diferencial. No caso Flamengo se ve moi claro na creación do Partido da Fronte, do primeiro Partido Nacionalista Flamengo, no caso Sardo, do Partido Sardo de Acción. E no caso bretón, os fundadores de Brei Zataó, pois se contaría que, supoño, son ex-combatentes. A relación entre consciencia nacional, regional e local, en ambos os dous casos, é complexa. No caso galego, poderíamos afirmar que existe desde meados do século XIX unha forte identidade supralocal de carácter mesoterritorial, se queremos ser regional, cuxos trazos diacríticos son a etnicidade diferencial, orgullo ou a reivindicación de etnicidade diferencial, fales o idioma propio ou non, pratíquese a diglose ou non. No discurso da historia, e certas características psicosociais, que os alemáns, o romantismo alemán chamou Volksangst, o espírito popular, trazos de carácter etcétera, xunto da vulgarización de outros trazos, un deles un tanto sorprendente foi ese certo celtismo popular, esa certa banalización ou trivialización das ideas de Murguía e outros, de Aguiar, etc., sobre a orixe celta de Galicia. É dicir, vaya vostede a dicir aquí na rúa os galegos non son celtas. O celta de Vigo temos que cambiar de nome, o celta de Vigo, ou que toda a xente que lle pon o celta, digamos, o que vende porco celta como marca de orixe, non lle debe chamar porco celta. Seguramente a xente non lle costaría. Esa forte identidade, porén, para a maioría social, xa máis foi vista en contradición coa patria grande, con España. Mais entende que o galego é unha forma de ser español, por a súa vez subdividido en localismos e parroquialismos varios, e onde tamén as identidades de ámbito provincial, especialmente fomentadas dende as institucións creadas ad hoc desde 1833, unha certa inspiración nos departamentos franceses, as provincias españolas, xogaron un certo papel, deputacións provinciais. Por poñer un caso, que son ourensanos, a ourensanía, que como conceito que les falla o actual presidente da miña deputación, pode ser un caso. Bueno, por exemplo, pode ser é dicir, a superioridade intrínseca da ourensanía é un axioma que non te falla constar. Ou o coruñesismo, a dialéctica entre Vigo e Pontevedra, identidades colectivas que vostedes están fronteirizas, como a Baixo Miñota ou a Valdeorresa, con diferentes matices. Con todo, e a diferenza da Bretaña, cuxo territorio histórico foi dividido de xeito artificial en varios departamentos, como sabemos, non sempre hai consenso sobre... No caso galego hai consenso sobre os seus límites. No caso da Bretaña, me impresión que ás veces ese consenso é máis frágil. Eu sempre me sorprendía cando vou a Nantes, teño os amigos e colegas, que moitos dos naturais de Nantes non se senten bretons. E ustedes non son bretons, son Loire Atlantique. O papel xogado polas irredentas, no caso galego, o Bierzo, o Asturias galego falante, o galego extremeño, etc., é moi inferior aos doutras irredentas noutros casos. Eu sempre recordo unha frase que o colega Ramón Villares, cando recordaba que na transición, cando todo o mundo inventaba a súa historia, a historia das novas comunidades autónomas, nunca se celebrou unha Congreso de Historia de Galicia. E nunca se celebrou porque estaba moi claro o que era Galicia. Agora intentamos redefinir Galicia, que se xa menos territorial, incluir a diáspora, etc. Naquela altura
estaba moi claro onde empezaba e onde acababa. Esa forte identidade galega, se bien vostedes se máis ben de natureza prepolítica, non necesariamente se expresa ou só fai de forma minoritaria, ainda que non irrelevante, en forma de consciencia nacional exclusiva ou diferencial. En iso sí existe un certo paralelismo coa Bretaña. Pensando nos traballos comparativos, por exemplo, de Tudi Ternagalén, se o pronuncio ben, nunca sei como pronunciar o nome deste colega, onde se existe unha grande diferencia na relevancia sociopolítica electoral no movimento etno-nacionalista. Moito máis autónomo e forte no caso galego do que no bretón. Estou pensando que organizacións veteranas, no caso bretón, como a UDB, e outras móvense en niveis de voto e influencia social e política máis ben modestos. Moitas veces forzados a integrarse en coalicións políticas con outros actores, ecologistas, partidos de esquerda, etc. Claro, aí obriga tamén un contexto político a lei electoral, tamén hai que dicir, pero no longo prazo iso acaba tamén definindo os límites da súa influencia. O papel do nacionalismo político e cultural. Varios autores que, digamos, han investigado nacionalismos europeos a lista de Paxero, no caso do autor checo Miroslav Roth, no seu libro Das Europa de Naciones, no 2005, teñen situado cascapato. É dicir, galegos e bretóns serían os exemplos de movimentos nacionalistas que se desenvolven en circunstancias desfavorables, pouco integradas, e un feito certo, o maior desenvolvemento nacionalismo político no caso galego do que no caso bretón, patentes nos anos 30 do século XX e outra vez dos anos 70, favorecido por unha estrutura de oportunidade política máis aberta, un sistema electoral proporcional, corrixido, apertura de ámbitos de competición electoral regionais, no caso español, no caso francés temos distritos electorales mayoritarios, dúas voltas, práctica inexistencia de esferas de competición política mesoterritorial. É dicir, iso dificulta muitísimo a creación de organizacións políticas regionais, se ustedes queren, subestatais. Ambos os dous movimentos teñen ademais en común que están moi deborcados, moi inclinados cara a esquerda desde os anos 60 do século XX. Ese contrapeso, a medida en que eu podo xulgar, dun nacionalismo de orientación conservadora ou liberal a base grupos minoritarios, cuxo espazo foi ocupado adoito por grupos políticos de esquerda ou dereita que fixeron bandeira dun regionalismo cultural máis ou menos técnico. Con todo, o crecemento de identidade especificamente nacional galega dende a morte de Franco ten sido relativamente modesto. Sempre problemático compararnos con épocas anteriores. Faltan os datos dos anos 60. Mesmo no período de maior crecemento dos referentes de identidade nacional exclusivamente galegos, nos anos 90 do século XX, a porcentaxe de persoas que declaraban nos inquéritos de opinión seren só galego ou máis galego que español, rara vez sobrotaba un 35% da poboación. No mellor dos casos, en un tercio. O polo alternativo, só español ou máis español que galego, tamén era máis feble. Mentres, por a contra, a categoría tan galego como español sempre recollía a adhesión mayoritaria, superior ao 50%. Se os referentes de identidade galega, exclusiva ou máis galego que español, parecían, semeñaba que se reforzaban de xeito considerable, ainda que non espectacular, despois da posta en marcha do Estatuto de Autonomía no ano 1981, era como outros pensábamos nos anos 89, en fin, que isto vaya funcionando e se irá regando o xardín, irá medrando a Constitución Nacional. E isto parecía ter un correlato no crecemento paralelo do apoio social ou nacionalismo político, unificado daquela na súa case totalidade no bloque nacionalista galego, venera hoxe disperso en varias familias, durante os anos 90 e até 2001, desde aquela, desde o comezo do século XXI, os inquéritos o que suxiren é un estancamento, é unha diminución dos polos só galego, máis galego que español, un claro reforzamento, unha consolidación de identidade partidaria galego-español. De acudirmos a outro tipo de indicadores, por
súas preferencias polo modelo de Estado entre os enquistados, a conclusión dos anos 90 tamén era clara. A maioría da poboación galega gosta do Estado das autonomías máis ou menos como está. Unha minoría ancella a autodeterminación, alrededor dun 20-25% se pronunciaría por máis autonomía por un Estado federal, calquera que sexa a forma concreta que se adoptase, porque iso de Estado federal que entende a xente por federalismo unha historia en si mesma. Máis da metade desos dos que votaban nos anos 90 polo BNG no seu intre, polo Bloque Nacionalista Galego, no seu intre de apoxeo, de mirante auxe, non partillaban boa parte dos pontos da súa tábua de reivindicacións políticas en materia de autogoberno e soberanía ou en materia de normalización lingüística. Algo que era evidente no voto urbano do BNG, desmodo. Pero sí querían que Galicia tivese voz propia en concepto de España autonómica e aspirase a un reforzamento dos seus sinais de identidade e da defensa dos seus intereses políticos. De maeste o que o nacionalismo político nos anos 90 outorgou unha especial prioridade, ser unha forza útil, ser unha forza ao servizo dos intereses galegos, do dereito a producir dos galegos, ou do seu sistema productivo. Ainda que o discurso de uso interno apenas a reivindicacións e obxectivos etnonacionalistas clásicos. Como escribiu o escritor Manuel Rivas, o BNG o que recollía era o ancello de boa parte da clase media galega de que Galiza saíse de cando en vez en Quiecotes, é dicir, que existísemos caso. E de feito, o nacionalismo aumentara en votos grazas á unificación de voto galeguista entón disperso en varias forzas, a incorporación de votantes novos, o censo, a captación de voto das novas clases medias que antes votaran outros partidos, pero non foi quen, a miña opinión, de artellar ou promover a formación dun tecido na sociedade civil que servise de apoio forte á reivindicación nacionalista en calquera circunstancia, independentemente das variacións na esfera político-partidaria. Isto ponse en evidencia, na miña opinión, en aspectos, por exemplo, como os movimentos sociais de defensa da lingua, ou porque en Galicia non hai nada comparable, por exemplo, que son antigo o movimento Vasco das Icastolas, o bretón das escolas de Iguaxo, pois non existe nada semellante. En parte, porque a cultura política o nacionalismo galego é moi estatalista, e considera que se fai, que se cambia a sociedade dentro do Estado. Entón, unha vez que as institucións cambian esa sociedade, ten moita menos confianza na sociedade civil como motor do galeguismo. A excepción de todo ese panorama e o sindicalismo, como sabemos. En Galicia existe un sindicato, a Confederación Intersindical Galega, hoxe día, pero xa desde os comezos da transición con unha forte presenza, non mayoritaria, pero sí con os sindicatos máis representativos, no ámbito galego, que conseguiu, digamos, alrededor dun cuarto, dun 25% dos delegados sindicales. Iso tamén é un sinal de que, fronte ao que moitos pensaban 2 décadas atrás, a autonomía por si mesma, a autonomía por si propia, non creaba nacionalistas. Ainda que si reforzaba un marco de intereses e de percepcións partidadas, a consolidación de marcos de intelección que daba prioridade a lemas como os intereses galegos, as marcas galegas, a defensa do territorio, etc., e que se foron consolidando nos medios de comunicación tanto de titularidade pública como en boa parte dos de titularidade privada. É dicir, a idea de que Galicia é un ámbito de intereses, un ámbito partillado de comunicación. Iso sí que foi callando desde os anos 80. E iso fixo tamén callar en boa parte da poboación a idea de que Galicia é un ámbito político, cultural e socioeconómico de ser un marco de referencia, un marco de interacción de características e intereses partillados. Pero iso non o convertía necesariamente en suxeito dun dereito a decidir, si en marco preferente da ascripción identitaria, ainda que non incompatible, senón todo o contrario, co español. De acudirmos a varias enquisas desde finais 90, a pregunta de que é Galicia, que para vostede é Galicia? Alrededor dun 20%, algo menos hoxe en día, estou facendo unha lectura moi sintética, obviamente, dos cidadáns abordados
respondía que era unha nación ou nacionalidade, o que era unha porcentaxe máis ou menos confluente co nivel de voto nacionalista galego en eleccións autonómicas. Porén, a maioría opinaba que Galicia era unha rexión, unha comunidade autónoma. Mais os trazos, e isto tamén é certo, que se acoñían á rexión, que se otorgaban á rexión, nacionalidade ou nación, eran sumamente variables. Muita xente que respondía que Galicia era unha nación, despois non sabía por que era unha nación. Xente que respondía que Galicia era unha rexión, despois dicía, bueno, unha rexión porque ten lingua, ten historia de seu, etc. Bueno, entón, moitas veces a xente, os cidadáns, atribuían á rexión características histórico-políticas case equiparables ás de nacións. Con todo, iso non presupuña que para eles existise contradición alguna entre ser galego e español. E con iso concluímos, se queremos vedes, unha lección bretona de aplicación á definición dos elementos diacríticos de identidade galega. Primeiro, pues, estes elementos diacríticos de definición de identidade non sempre son os mesmos, varían ao longo do tempo. E no futuro non teñen por que ser os mesmos. Moitos nacionalistas galegos láianse de, antes nos seus órganos de prensa, ou en blogs, en Twitter, etc., de que estamos a quedar sin país. É dicir, que Galicia desaparece. Que se entende por Galicia desaparece? Disminución do número de falantes de galego, por menos o galego como lingua inicial, devalo demográfico, nace cada vez menos, crecente urbanización do país. Galiza ten ainda a imaxe de país rural, para fora, pero sin embargo xa non é un país rural, por lo menos é un país agrario. Iso tamén quere dicir que os refugios tradicionais da etnicidade galega recúan cada vez máis. Porén, tal vez cumprirá sermos máis pragmáticos nisso, tal vez cumprirá desfiloloxizar os sentimentos de identidade, incorporar de xeito decidido elementos como a diáspora e a cultura diaspórica, dotar de contidos positivos, urbanos ou modernos, baseados en temas como innovación, tecnoloxía, respecto ao medio ambiente, etc., o propio conceito de identidade galega. Aí, Bretaña, o movimento bretonal, os que definen entre bretones o meiras de pragmatismo, tamén, quizás, pode servir un espello de comparanza de reflexión. Non todo está perdido, senón que o futuro está nas nosas mans, dos galegos e galegas, que, a fin de contas, como os bretonos e as bretonas, son os que negocian cada día a súa identidade. Que Galicia, se definía de outra maneira, non quere dicir que desaparece. Muchas gracias por esta intervención y especialmente con esa frase final que creo que nos anima. Esperemos que no haya problema. Hay que ser positivos y completamente posibles. Personalmente. Y ahora voy a dar la palabra al profesor Ronald Leguadic, que es profesor en el sentido francés de cultura y lengua bretonas en la Universidad de Rennes. Él es de formación sociológica, más tengo un interés por la historia también, por las identidades, por la formación de esas identidades en distintos contextos, mesmo con las migraciones, que creo que coordinó hace poco un libro sobre migración e identidade. É un libro muito justo e con interés e con proveito para mí, o seu libro sobre l'identité bretone, que se dá 15 anos, publicado 15 anos. E, por tanto, non vou facer a súa evolución profesional está vinculada a ámbitos da sociología e a progresos dentro del punto de vista profesional na Universidade de Rennes e en outros lugares, pero estou moi satisfeito e agradezo moito que poder acompañarnos, estar aquí presente e para debatir tamén un asunto que está con os 16 sobre a mesa, este problema da identidade, neste caso bretona, pero estou seguro que con máis referencias tamén ao proceso galego e español. Profesor de Guadí. Buenos días, estimadas colegas, estimados colegas. Antes que nada,
quisiera agradecer a las autoridades, al Consejo de la Cultura Galega y a todos los organizadores del coloquio por invitarme. Siento muy honrado y feliz de estar con vos hoy. Een keer in Brazil, nog maar straf, en we zijn terug vanaf de bibliotheek bezig gaan. We hebben gehad die handen de causer nacht, de schijn nacht, dus entendre et poésie ça Donc, je vais parler de la construction de l'identité en Bretagne et malheureusement je n'ai pas travaillé sur un travail comparatif, donc ça va vraiment se concentrer sur la Bretagne, même si de temps en temps je poserai des petites questions pour voilà, entendre vos avis, vos contributions sur les particularités qui pourraient être communes ou au contraire les différences qui pourraient exister. Je vais commencer comme vous par définir l'identité, parce qu'effectivement c'est un concept qui est extrêmement délicat. C'est un concept que moi-même j'ai aussi pensé à abandonner. Et puis finalement je me suis dit que abandonner le concept ça ne changerait pas grand-chose. Donc il présente des faiblesses sur le plan intellectuel, philosophique, ce concept, et puis surtout il est utilisé, il est manipulé, notamment par l'extrême droite. Voilà, est-ce qu'il faut continuer à l'employer? Mais c'est un concept sur lequel il y a eu des générations de gens à travailler dans les sciences sociales. Et je pars du principe qu'il faut continuer à construire à partir des bases de nos prédécesseurs, d'une part, et d'autre part, je pense aussi qu'il ne faut pas abandonner aux manipulateurs le concept, abandonner l'identité à ceux qui la manipulent, ce ne serait pas forcément une bonne chose. De proposer une approche de l'identité. L'identité, pour moi, ne relève pas d'une réalité tangible, on est bien d'accord, substantielle, mais d'une construction de l'esprit. Elle est cependant fondée sur des éléments qui, eux, sont des éléments concrets et objectifs, et qui peuvent servir, comme écrivait le sociologue Erwin Goffman, de signes patents, porte-identité, tels que par exemple une langue, une histoire, un territoire, une culture, etc. Mais ce qui importe, ce ne sont pas tant ces éléments concrets que le processus de sélection qu'on fait de certains de ces éléments, la mise en valeur de certains de ces éléments et le discours que l'on bâtit à partir de ces éléments. C'est pourquoi on peut dire, selon le mot de Paul Ricoeur, que l'identité est une fiction narrative. Elle crée une impression de cohésion et de continuité humaine à partir d'éléments concrets qui ne prennent leur sens que grâce justement à cette fiction narrative. Elle se construit, l'identité, dans la relation à l'autre, et c'est vraiment là-dessus que va porter ma communication, identité et altérité. Elle est empreinte aussi de rapports de domination et de stigmatisation, qui sont absolument fondamentaux dans ce qui concerne l'identité. Et puis, elle est, comme vous le dites, elle n'est jamais achevée, elle n'est jamais définitive, elle est toujours en mouvement, en renégociation. Donc, dans la communication qui va suivre, je propose de faire apparaître les représentations de l'identité qui prévalent aujourd'hui au sein de la population bretonne. Quand je dis aujourd'hui, je désigne une période qui va de la fin des années 90 à nos jours, une période très, très resserrée, en les mettant donc en relation avec la notion d'altérité et aussi avec la notion d'intégration, qui sont vraiment intimement liées. Donc, nous aurons trois parties. Une première partie, inscrire la question de l'identité bretonne dans son contexte, qui est en fait une situation minoritaire. Donc, on développe un petit peu ça. Ensuite, les représentations d'altérité en Bretagne. Et puis, en troisième partie, quelle intégration, c'est-à-dire quelle capacité a la société bretonne, quelle représentation de la société bretonne de son intégration des personnes qui viennent d'ailleurs. La situation minoritaire tout d'abord. La Bretagne est française depuis plusieurs siècles. Elle a en effet été conquise militairement en 1491, annexée par un édit du roi de France en 1532, puis elle a perdu toute autonomie en 1789. Dès lors,
parler des spécificités bretonnes, c'est nécessairement les mettre en relation avec le contexte français, ce que j'appelle ici la tradition française. Et ce que j'appelle la tradition française relève à la fois de la théorie et de la pratique. Je vais commencer par la théorie, il me semble que c'est très important. Si pour Rousseau, le contrat social était passé entre le peuple encore et les individus, créant ainsi la volonté générale qui garantissait la liberté de chacun, en France, à partir de la Révolution, il y a eu un glissement de concept. Ce n'est plus du peuple qu'on parle à partir de la Révolution, mais c'est de la nation. La nation qui, selon le mot de Sieyès, l'abbé Sieyès, révolutionnaire, la nation qui existe avant tout et est au commencement de tout, et qui délègue sa souveraineté aux organes de gouvernement et crée ainsi l'État. Ce glissement du peuple à la nation n'est pas du tout anodin. Il donne une dimension presque ethnique, et l'expression presque ethnique n'est pas de moi, elle est d'un historien de la Révolution française, à la souveraineté. La nation française est en effet cimentée par la communion autour d'une langue et d'une culture. Or, simultanément, la République française se proclame universelle. D'une part, elle refuse, au nom de l'égalité, toute distinction entre ses citoyens. D'autre part, elle postule, dès ses origines, son unité et son indivisibilité, ce qui me semble présenter des points de comparaison avec un dogme religieux, dans la mesure où on comprend bien que les États souhaitent tous leur indivisibilité, mais entre la souhaiter et la proclamer comme quelque chose un fait, voilà, il y a un pas qui est franchi. Enfin, les représentants et les électeurs de la République française, pendant des siècles, affirment qu'elle a une mission de la France, affirment qu'elle a une mission civilisatrice à exercer au bénéfice de la planète entière. Sans la France, écrit ainsi Michel, la Terre entrerait dans l'âge glacé. La République française se veut donc à la fois particulière, avec sa dimension linguistique, culturelle, presque ethnique, dans cette citation, et universelle, ce qui est pour le moins paradoxal. Le risque, selon les propos du philosophe Charles Taylor, on ne va pas confondre avec le dictateur de Philibéria Charles Taylor, donc le risque est que cet universalisme puisse être le reflet d'une culture hégémonique. Et là, on va passer de la théorie à la... Alors, d'abord, on va passer de la théorie à la pratique. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire des parallèles entre la théorie française et les théories qui ont fait la Espagne? Donc passons à la pratique. Historiquement, les dirigeants républicains français, qui se considéraient volontiers comme les porteurs du flambeau de la civilisation face à l'obscurantisme et à la sauvagerie, ont mis en œuvre deux politiques publiques par rapport au traitement de l'altérité. Dans les colonies d'outre-mer, ils ont balancé entre l'assimilation, qui conduisait les indigènes à devoir se perdre pour pouvoir exister, et une politique discriminatoire qui consiste naître à un racisme d'État. Sur le territoire métropolitain, cette politique discriminatoire a parfois été prolongée, notamment à l'égard des Algériens, qui par exemple ne pouvaient pas aller dans certains hôpitaux. Donc il y a eu une forme de politique discriminatoire. En revanche, par rapport à ce qu'on peut appeler les minorités nationales, à la suite de la définition de Wikimedia, il n'y a pas eu cela, il y a eu une politique d'assimilation. Alors les minorités nationales, selon Wikimedia, c'est, je cite, les groupes qui constituent des sociétés complètes et fonctionnelles situées sur leur terre d'origine avant d'être incorporées à un État plus important. Très large, donc il distingue d'un côté les groupes ethniques, si vous voulez, les gens qui ont migré, et puis d'autre part les minorités nationales. Donc, envers ces minorités nationales, la politique qui a été mise en œuvre, c'est une politique d'assimilation qui a consisté pour partie à combattre les langues minoritaires en les excluant de l'espace public. Il ne s'agit pas d'introduire une langue nouvelle simplement, il ne s'agit pas de viser le bilinguisme, mais, selon l'expression du Barrère, de faire disparaître les parlers concurrents. L'idée de les faire disparaître. Ça, c'est une première chose.
Deuxième chose, c'est faire effacer l'histoire de ces minorités en application d'une politique qui a été théorisée par Ernest Renan dans son ouvrage, c'était un discours au départ, Qu'est-ce que la nation? Il dit l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Et puis, troisième dimension de l'assimilation, c'est associer aux minorités l'idée qu'elles sont particulières et opposer donc ce particularisme à l'universalisme et puis les réduire un petit peu à quelque chose de folklorique, voilà, d'un petit peu dérisoire, sans reconnaître du tout l'existence de minorités. Tout ça, ça a amené la France à se mettre progressivement, à se mettre un petit peu à l'écart du droit international concernant la protection des minorités, puisque donc officiellement ce droit n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République. Les autorités de l'État ont émis des réserves à propos de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles ont émis des réserves à l'égard de l'article 30 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elles ont émis des réserves à l'égard de la Déclaration des droits des personnes appartenant à une minorité nationale ou ethnique. Elles ont émis des réserves à l'égard du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et puis, comme tout le monde le sait ici, la France n'a pas ratifié la charte européenne des langues régionales et minoritaires. Et ce qui est intéressant, c'est l'argument qui a été mis en avant par le Conseil constitutionnel, c'est que cette charte confère des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires à l'intérieur de territoires, donc ce qui est considéré comme inconstitutionnel. Donc la notion de groupe, simplement que la notion de territoire, ne doit pas apparaître, si vous voulez, dans un texte qui doit être ratifié par la République. Voilà un contexte théorique et pratique assez particulier. Là, on voit bien, je pense, ça saute aux yeux des différences par rapport à la situation constitutionnelle espagnole, où il y a un principe d'autonomie depuis 1970. C'est dans ce contexte que s'expriment les spécificités bretonnes. Alors, quelles sont-elles, ces spécificités bretonnes? D'abord, le ciment de la bretonitude, si on peut dire, n'est pas justement de type linguistique et culturel, contrairement à ce qu'on pense généralement. Les Bretons, vous le savez, sont un peuple qui a migré pendant quelques années, fait à la fin de l'Antiquité, du Moyen-Âge, donc au IVe siècle, au Ve siècle, il y a eu plusieurs migrations, d'abord une vague de migration militaire, après une vague de migration de peuplement. Donc ce qu'on dit, c'est que ces migrations ont, entre guillemets, receltisé la Bretagne. C'est-à-dire qu'en Bretagne, il y avait la culture romane s'était installée. Il y avait aussi une part de culture celtique. Alors, je ne saurais pas dire quelle était la part de l'une et de l'autre, il y a eu beaucoup de débats savants sur cette question. Mais en tout cas, les Bretons venus de l'île de Bretagne ont receltisé la partie occidentale de la Bretagne. Ce qui fait que dès l'origine de la Bretagne, dès la fondation du royaume de Bretagne en 1891, la Bretagne est bilingue et biculturelle. À l'ouest, celtique, entre guillemets, et à l'est, romane. C'est un élément tout à fait important. On ne peut pas parler d'une unité linguistique unique. Voilà. Vous voyez ici une carte de la Bretagne. Vous avez ici la zone où on parle breton aujourd'hui, enfin, il y a une implantation de la langue bretonne aujourd'hui, ce que va dire que on parle breton. Et vous avez ici la limite orientale approximative, parce qu'on n'est pas certain, de la zone où on a pu parler breton autrefois. Donc cette zone-là est appelée généralement la zone mixte, cette zone-ci, la zone bretonnante. Ici, c'est la région où on a jamais parlé breton. Et tout ça fait partie de la Bretagne depuis plus de 10 ans. Donc la Bretagne est biethnique, si je puis dire. Donc là, il y a aussi une différence importante, je pense, avec la Galice où il y a une plus grande homogénéité. Donc, si ça n'est pas la langue qui est le ciment commun, qu'est-ce qui est le ciment de cette langue?
bretonité ou bretonnerie. Il me semble que c'est la volonté de partager un destin commun. Les Bretons, la Bretagne n'a pas de papier, disait un essayiste célèbre en Bretagne, elle n'a pas de papier, elle n'existe que dans la mesure où, à chaque génération, des hommes se reconnaissent bretons. Cette expression est reprise, ça a été changé, ça correspond bien à la réalité. La Bretagne a été, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a été annexée en 1532, elle a gardé très longtemps ses anciennes limites, puis au moment de la Révolution française, elle a été éclatée, démembrée, en 5 départements. Elle a eu d'existence en tant que telle. Et plus tard, quand le gouvernement français a décidé de créer des régions de programme, il a institué une région administrative, dont on a beaucoup entendu parler ici, c'est surtout cette région administrative qui a été évoquée, mais qui ne représentait que 4 des 5 départements de la Bretagne historique. Donc le département de la Loire-Atlantique, où se trouve Nantes, l'ancienne capitale de Bretagne, a été rattaché à notre ville. Alors ça avait commencé dès l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, sous Pétain, ça a été repris en 1956 et tous les gouvernements successifs ont maintenu. Or, il semble, là j'ai bien entendu ce que vous disiez sur vos avis nantais qui se sentent pas bretons, mais il semble, là, qu'il y a une large majorité de gens en Europe et dans l'ensemble de la Bretagne a considéré que Nantes et la Loire-Atlantique sont bretons. Alors, vous savez bien la prudence qui se fait preuve avec ces sondages, mais on a l'impression qu'il y a cette volonté de maintenir quelque chose en commun. Alors, ça c'est le contour. Quel est le contenu? Quel est ce quelque chose en commun? Et là, je vais à nouveau évoquer un auteur que j'évoquais tout à l'heure, qui est Wilfried Nika. Il parle de culture sociétale à propos des minorités. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait le cœur de l'attachement des Bretons à la Bretagne. Il y a un premier élément, mais pas la culture sociétale, un premier élément qui est aussi très fort, c'est l'attachement au territoire sous sa forme de paysage. Il y a un attachement des Bretons au paysage qui est frappant, je l'ai constaté très souvent dans les entretiens auxquels j'ai pu procéder, comme une espèce de biotope, parce que en plus les Bretons, quand ils parlent de la Bretagne, très souvent ils parlent d'un environnement qui est très, très réduit, qui est leur environnement proche, qu'ils connaissent très bien, dans lequel ils vivent comme des poissons. Mais au-delà de cet attachement au paysage, donc il y a cette fameuse culture sociétale qui n'est pas la culture au sens strict du terme. Ce à quoi on pense quand on parle de la culture bretonne, par exemple de la langue, du terme et le galop en Haute-Bretagne. On parle de la musique, on parle de la danse, de l'architecture, la gastronomie, etc. Donc ça c'est la culture au sens un petit peu strict. La culture sociétale, c'est un ensemble de modules qui sont porteurs de sens et qui modulent l'ensemble des activités humaines au niveau de la société. Et donc ça, je l'ai perçu, c'est difficile à saisir, hein, ça me paraît un peu impalpable, mais je pense que c'est quand même, ça n'est pas une vue de l'esprit. J'en avais montré quelques indices, donc dans l'ouvrage que je vous ai évoqué tout à l'heure, l'identité bretonne, dans les années 90. Donc, qu'est-ce que j'avais fait à part jusqu'à fondé sur des entretiens solidarité? J'avais montré qu'il y avait un bonheur de vivre qui était régulièrement proclamé, même si ça n'empêche pas, comme je le disais hier, le taux de suicide est très élevé en Bretagne. Enfin, donc, il y avait un bonheur de vivre qui était régulièrement proclamé, et puis qu'on constate également dans les sondages. Diverses formes de solidarité, on peut constater, on peut mesurer, de solidarité familiale, une densité du tissu coopératif, un mutualisme plus répandu qu'ailleurs, un grand dynamisme associatif, des solidarités politiques ponctuelles, c'est-à-dire des élus de bords différents qui, pour une raison particulière, sont capables de travailler ensemble. A contrario, la faiblesse du vote Front National, si on compare avec la moyenne française. Et puis le maintien de valeurs cohésives, dont je suppose qu'elles pourraient être issues des valeurs
pense à la valeur travail, à la volonté, à l'honnêteté, à la fidélité en amitié, qui sont, qui ressortent régulièrement des entretiens auxquels j'ai pu procéder. Voilà. Et puis, enfin, dernier point que j'avais remarqué, et ça je pense que tout le monde le sait bien, il y a une culture de résistance qui est active en Bretagne et qui dépasse très largement ce qu'on appelle le mouvement breton. Voilà, ça c'était les pistes que j'avais pu faire apparaître dans les années 90, que j'ai retrouvées dans une série d'entretiens que j'ai fait dans les années 2000. Et puis, depuis lors, eh bien, il s'est passé des choses en Bretagne. Il y a eu, par rapport au évidemment, le contexte international s'est dégradé, le contexte en France s'est dégradé aussi. En Bretagne, il y a eu toute une série de plans sociaux dans les années 2013, il y a eu une montée de colère. Alors ça, c'est une photo d'une grande manifestation dont on avait beaucoup parlé, donc ça n'a pas eu beaucoup de suite, c'était les bonnets rouges, donc on reparlait tout à l'heure, mais l'un des points de départ de cette manifestation des bonnets rouges, le bonnet rouge c'est en référence à une révolte qui avait eu en 1675, l'un des points de départ c'était la série de plans sociaux qui avait eu lieu dans les industries agroalimentaires. Donc un certain nombre de difficultés ont apparu, et malgré ces difficultés qui ont pu apparaître, eh bien, la culture sociétale se maintient et évolue. Et j'en veux pour preuve cette analyse qui a été faite non pas par moi, mais par l'Institut de sondage national Ipsos, qui dit ceci: si la prépondérance accordée aux liens humains est vraie aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, certaines régions sont plus en avance que d'autres. C'est le cas de la Bretagne, où les liens de proximité entre les habitants sont particulièrement forts. Cette région apparaît comme un laboratoire d'expérimentation de nouveaux types de solidarité sociale, l'aide aux personnes en difficulté, le covoiturage, l'achat dans les coopératives agricoles ou encore les échanges de services entre voisins en sont autant d'exemples. Donc il y a toujours, vous voyez, cette culture sociétale qui se prolonge par rapport à ce qu'il a été décrit, mais qui se renouvelle. Alors, la question qui se pose maintenant, et j'ai un petit peu évoqué en introduction, c'est comment cette culture sociétale bretonne s'appelle place aux personnes qui viennent d'autres horizons. Et en premier lieu, sous la forme des représentations. Comment se représente-t-on l'altérité en Bretagne? Notre époque est marquée par une véritable crise de civilisation, pardon, répéter ça a été dit très nombreuses fois, crise de civilisation aux nombreuses implications, à la fois technologiques, financières, économiques, sociales, politiques, militaires, humanitaires, environnementales, morales, spirituelles. Donc on est dans un contexte d'incertitude, d'inquiétude, et dans un tel contexte, le vieux réflexe de recherche des boucs émissaires est d'autant plus susceptible d'être ravivé que certains partis politiques en font leur arrière-boutique, leur recette, je pense en particulier au Front National en France. Donc, qu'en est-il en Bretagne? Et je pose cette question d'autant plus qu'il a souvent été évoqué le fait que l'intérêt pour les identités, notamment les identités régionales, relevait d'une forme de repli sur soi et de volonté de se couper de l'autre, de faire une forme de racisme différentiel. Donc, est-ce qu'on constate cela en Bretagne? Première question, y a-t-il trop d'étrangers? Alors, si je pose cette question, c'est parce que c'est l'un des indicateurs qui sont les plus utilisés pour mesurer la xénophobie dans un pays. On fait des sondages, on demande aux personnes sondées, pensez-vous qu'il y a trop d'étrangers dans votre pays aujourd'hui? Depuis des années, la population française est régulièrement sondée à ce propos, au moins une fois par an. Et j'ai eu la possibilité à 2 reprises de prendre l'initiative d'un sondage d'opinion auprès d'un échantillon représentatif de la population bretonne. En 2003, donc c'était un sondage auprès d'un échantillon de 1300 personnes, et en 2013, un échantillon de 1000 personnes. Donc dans les 2 cas, des échantillons représentatifs. Donc là, on peut comparer les chiffres de 2003 et de 2013, les résultats qu'on obtient pour la Bretagne et les résultats qu'on obtient pour l'ensemble de la Bretagne. Donc, en France, selon l'Institut de sondage 2003, de TVA, excusez-moi, 41% de la population considérait en 2003 qu'il y avait trop d'étrangers en France aujourd'hui. 41%. Or, seuls 20%
21% des Bretons répondaient la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'étrangers. Alors la question était trop d'étrangers en Bretagne. Donc ça fait 16 et quelques points de pourcentage de moins que la moyenne française. Et le contraste est encore plus frappant en 2013. En 2013, 70% de la population française considère qu'il y a trop d'étrangers en France. Et donc, on a 21%, je m'étais trompé tout à l'heure, c'était 24,6% en 2003. Et donc 21% de la population bretonne considère qu'il y a trop d'étrangers en Bretagne en 2013. Donc on a là un contraste qui est très significatif. Alors on pourra objecter à cela plusieurs choses. D'abord le fait qu'en Bretagne il y a beaucoup moins d'immigrés ou d'étrangers que dans le reste de la Bretagne. Vous savez, les étrangers et les immigrés, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. On peut être immigré et ne pas être étranger, puisqu'on peut avoir pris la nationalité du pays d'origine, et on peut être étranger, mais on peut être étranger. Il n'y a pas une correspondance totale. Mais j'emploie les deux termes parce que les deux termes ont été utilisés par les institutions. Bref, donc en Bretagne, il y a 1,7% de la population de la région, à 4 départements, qui sont constitués d'immigrés, alors que la moyenne française est de 7,3%. Donc vous voyez qu'il y a une forte disproportion. Néanmoins, je pense qu'on ne va pas reprendre l'argumentation du Front National, qui considère que plus il y a d'immigrés, plus il y a de racisme. Je pense que les choses sont un petit peu plus subtiles que ça, et que la coïncidence des géographies de l'immigration et des géographies du vote d'extrême droite ne correspond pas. On peut même constater parfois que c'est là où il y a le moins d'immigrés que le vote extrémiste est le plus développé. Bref, selon les apparences du sondage, en tout cas, la xénophobie semble moins, et c'est un indicateur de mesure, semble moins élevé en Bretagne que dans la moyenne française. C'est cohérent avec beaucoup d'autres indices sur lesquels je vais passer. On a beaucoup d'autres indices qui vont dans le même sens, une forme de xénophobie qui semble moins répandue en Bretagne que en sondage. De même d'ailleurs que le vote Front National, comme je disais, est beaucoup moins répandu en Bretagne, même s'il est en train de croître. Voilà, alors ceci nous amène à quelque chose qui est un petit peu proche, c'est le rapport entre xénophobie et nationalisme. Alors là-dessus, c'est un petit peu difficile à mesurer, mais je disposais de quelques éléments dans les sondages auxquels j'ai procédé qui permettent aussi de faire des embryons de comparaison. J'avais construit ce qu'on appelle des types identitaires à partir d'une définition de l'identité qui est fournie par Manuel Castells, qui distingue les identités légitimantes, l'identité projet, l'identité résistance. Et pour construire l'identité légitimante, j'avais posé la question aux gens de leur attrait, de leur intérêt, de l'émotion qu'ils éprouvaient par rapport à la chanson La Marseillaise, et par rapport à la chanson Broboz Mazadou. Alors pour le Broboz Mazadou, donc ce sont les deux hymnes de français. Pour le Broboz Mazadou, les résultats sont inexploitables parce qu'il y a trop peu de gens qui connaissent cette hymne. Par contre, la Marseillaise, tout le monde sait ce que c'est. Et alors quand on met en corrélation, donc en 2003 et en 2013, les réponses au sentiment inspiré par la Marseillaise, et il y a trop d'étrangers en Bretagne aujourd'hui, on voit qu'il y a une corrélation mathématique qui est significative. Une corrélation statistique. En gris clair, vous voyez les réponses de 2003, et en gris foncé, les réponses de 2013. On constate qu'en 2003, 13,4% des personnes qui se disent agacées par la Marseillaise considèrent qu'il y a trop d'étrangers à la Bretagne. 19,4% des personnes qui considèrent qui n'éprouvent aucun sentiment particulier considèrent qu'il y a trop d'étrangers et 29,5% donc des personnes qui se disent émises par la Marseillaise considèrent qu'il y a trop d'étrangers. Et tous les taux croissent en 2013, donc il y a une montée du sentiment de l'étranger. Donc 24,1% de ceux qui sont agacés, 23,6% de ceux qui n'éprouvent aucun sentiment et 48,4% de ceux qui disent que la Marseillaise les élit. Donc on a là quelque chose d'intéressant.
Alors évidemment, le nationalisme ne se réduit pas à sa dimension, comment dire, à sa dimension affective et sentimentale. Il y a plusieurs dimensions au nationalisme. Et il y a un ouvrage très intéressant sur le nationalisme français qui a été publié par Michelin et Thomas en 1962, donc en pleine guerre d'Algérie, et qui montre donc qu'il y a en fait trois dimensions à ce nationalisme français. On doit pouvoir étendre ça à la plupart des nationalismes. L'affectivité, c'est le sentiment affectif d'appartenance, qui peut être donc mesuré par l'émotion éprouvée en entendant un hymne ou par l'émotion provoquée par le drapeau, le sentiment de supériorité de la France ou de notre pays, et puis le nationalisme est purement idéologique. Alors comment faire pour voir les nationalistes bretons? Alors, puisque je n'ai pas pu utiliser l'hymne, j'ai pu utiliser, si vous voulez, le positionnement politique sur l'échelle proposée par l'institut sondage. Donc en 2003, ils ont proposé l'étiquette régionaliste. Et cette étiquette régionaliste, on peut ensuite la croiser avec d'autres réponses. On sait qu'il y avait sur les régionalistes 49,6% de gens qui étaient indépendantistes, 28,8% qui étaient autonomistes et 21,6% qui étaient réellement régionalistes. Malheureusement, en 2003, ils n'ont pas gardé cette étiquette, ils ont mis une étiquette UDP. UDP, comme je disais tout à l'heure, c'est un parti autonomiste de gauche. Donc voilà, c'est un peu du brick and broc, on essaie de reconstituer quelque chose. Et donc, eh bien, on trouve encore une relation significative, mais cette fois-ci, on a une relation négative entre les indices de nationalisme breton, nationalisme régional, si on peut dire, et puis le sentiment qu'il y a trop d'étrangers. Donc, j'ai pu récapituler sur le graphique suivant. Vous voyez, on a ici le total des réponses. Il y a trop d'étrangers en France. Donc ça, c'est le sondage qui est fait par BVL. Donc on va prendre la dernière année, on prend 2013. On a 78% de la population française qui était trop d'étrangers en France. Et ensuite, on a le sondage dont j'ai pris l'initiative, donc en Bretagne. On a 48,4% des Bretons émus par la Marseillaise qui disent qu'il y a trop d'étrangers en Bretagne. 23,2% de la totalité de l'échantillon qui dit qu'il y a trop d'étrangers en Bretagne. Et puis 0 à l'UNEV qui dit qu'il y a trop d'étrangers. Si on compare avec les régionalistes, puisque c'est pas si on compare avec les régionalistes étaient un ensemble plus complexe, avec des tendances de gauche, de droite, etc. On avait 14,1% qui disaient qu'il y avait trop d'étrangers. Voilà, alors, bien sûr, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précaution. D'abord parce qu'il est toujours délicat de tirer des enseignements de sondages différents, on a des sondages différents. D'autre part, parce qu'on peut penser que certaines des personnes qui ont répondu qu'il n'y avait pas trop d'étrangers en Bretagne, qui pourraient penser qu'il n'y en avait pas trop en Bretagne, qu'il y en avait beaucoup en France. Voilà, c'est pas je pense. Et puis, ensuite, comme je vous le disais, l'attachement nationaliste, il faut toute une batterie d'éléments pour pouvoir le mesurer. Néanmoins, quand même, on a une piste de réflexion là, intéressante sur le rapport donc, aux étrangers. Deuxième piste de réflexion, l'altérité, ça n'est pas seulement l'altérité des étrangers, c'est aussi l'altérité religieuse. Et donc, on a aussi beaucoup d'informations sur la place des musulmans dans la société. Il y a toujours eu et il y a encore un préjugé contre l'islam répandu chez les peuples de civilisation occidentale et chrétienne, écrivait Aristote en 1910. Pour d'aucuns, ajoutait-il, le musulman est l'ennemi naturel et irréconciliable du chrétien et de l'européen. Donc on voit que voilà, les préjugés défavorables à l'islam ne datent pas du 11 septembre de 2010. En 2010, je pense qu'on peut inscrire ça dans la longue durée historique. Alors on dispose là aussi de sondages réguliers en France sur la question. Et la question qui est posée dans ces sondages, c'est est-ce qu'il y a compatibilité entre les valeurs de la société française et les valeurs de l'islam. Donc on a eu des sondages en 2013 et 2014, et il apparaît que 26% des Français, 26% seulement, il y a un quart de la population française,
considèrent que la religion musulmane est compatible avec les valeurs de la société française. Les Bretons, comme vous le savez peut-être, alors même si vous avez dit hier que les Bretons, finalement, la Bretagne, ce n'était pas la terre des prêtres, si on compare avec la Galice, bon alors, nous devons faire preuve de modestie par rapport à la Galice sur ce plan. Néanmoins, si on compare avec les autres régions françaises, c'est la région où le taux de personnes se déclarant catholiques reste le plus élevé. On est à 67%. En Bretagne, pour une moyenne française, de 60%. Donc on pourrait s'attendre à ce que dans la région qui semble rester la plus catholique, l'hostilité ou comment dire la défiance ou la réticence par rapport à l'islam soit forte. Or, 60% des Bretons considèrent qu'on peut être breton et musulman. Alors là encore, la question n'est pas posée tout à fait la même façon. Donc j'avais demandé à l'Institut de sondage de poser exactement la même question, mais on ne peut pas demander aux gens de parler des valeurs de la société bretonne dans un sondage, les valeurs de la société française, c'est pas les valeurs de la société bretonne, on ne peut pas dire ça. Donc ils ont reformulé la question en disant, voilà, on peut être breton musulman. On voit ici sur ce graphique les réponses globales, 60% Bretagne, 26% de France, et puis on voit aussi les tout à fait qui sont visés. Donc la région musulmane est tout à fait compatible avec la valeur de la société française, 4% dans l'ensemble de la France. On peut tout à fait être breton et musulman, 46% des encore, il faut être prudent dans l'interprétation des sondages. Néanmoins, on constate, me semble-t-il, une disproportion dans les réponses. Mais vous voyez bien qu'on reste là dans ce qui relève, ce qu'on appelle en sociologie, les attitudes, c'est-à-dire les propos, les représentations. Comment ça se passe en réalité? Est-ce que les Bretons intègrent mieux les autres que les autres régions? Comment se passe l'intégration en Bretagne? Donc là, malheureusement, on n'a pas vraiment d'éléments, on n'a pas un corpus scientifique qui est suffisant pour donner des réponses valides. Personnellement, j'ai fait certains entretiens, j'ai des collègues qui ont fait d'autres entretiens, on a des témoignages. Alors je peux vous dire un petit peu ce que disaient les intellectuels bretons dans les années 90, alors là, il y a un grand consensus par exemple. Ils me disaient, alors par exemple, je pense à Alan Stivell, le chanteur Alan Stivell, il me disait, être breton c'est à l'intérieur, donc c'est pas une question de douleur de peau. Un autre chanteur qui avait précédé Alan Stivell, qui est peut-être moins connu en Galice, mais qui a eu un rôle très important, qui est Glenn Moore, disait, la bretonitude peut être un choix. Ou un autre, Roland Lepont, qui était le leader historique de l'UB, disait le plus important c'est de partager un destin commun. Bon, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a un consensus dans les propos tenus par les intellectuels. Il y en avait un qui avait tenu un beau propos qui a été repris par la suite. Donc c'est Loïc Florent, qui était le directeur de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, en Bretagne. Donc je lui dis, donc il m'a consulté, et il m'a dit la chose, c'est que on peut devenir breton. Et il m'a répondu, pour moi, oui, on peut devenir breton. Et je lui dis, donc ce n'est ni le droit du sang ni le droit du sol. Et il me répond, c'est le droit du cœur. Cette expression de droit du cœur a été reprise par la suite, elle a eu un certain impact pendant un long temps. Mais là, on est dans des propos d'intellectuels, l'intellectuel souvent intellectuel de gauche, et on peut imaginer que voilà, leur statut, leur position les amène à représenter les choses de façon très favorable. Alors, dans les années 90, puis dans les années 2000, j'ai aussi mené des entretiens sur cette question auprès d'un échantillon de différents échantillons de population. Et là, la question que je posais, c'était selon vous, qui est breton? C'est simple, et donc les gens se grattent un peu la tête, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur pose de telles questions, et ils commencent à donner des réponses assez banales. Les Bretons, celui qui est né en Bretagne, le Breton, celui qui a des parents bretons. Et puis après, ils se reprennent. J'ai vu ça très souvent. Ils se reprennent. Ah oui, mais attention, on peut devenir breton. Très souvent, on peut devenir breton. Et donc là, je vous donne quelques exemples. Par exemple, là, l'exemple familial, Philippe qui dit donc j'ai une. Je retrouve
j'ai une belle-fille dont la mère est quinoise, chassée d'Algérie en 62, dont le père est alsacien. Je pense qu'elle est plus bretonne que moi. On est breton parce qu'on a un cœur breton. Donc on retrouve cette notion de cœur. Un autre, bon là c'est un agriculteur qui parle aussi d'un Algérien, et il me dit, celui-là il est d'origine algérienne au départ, donc naturalisé français par exemple, mais il est breton. Il a fait de ce pays son pays, donc ça suffit. Donc voilà. Mais là encore, je ne travaillais pas de façon quantitative, je travaillais sur des entretiens, donc je pouvais être trompé par les apparences. C'est pour ça que dans les sondages de 2003 et de 2013 auxquels j'ai pu procéder, les sondages représentatifs, j'ai posé la question suivante. Voici deux phrases que l'on entend parfois, vous-même personnellement, avec laquelle êtes-vous le plus d'accord? Pour être breton, il faut être né en Bretagne ou avoir des parents bretons. Ou bien, on peut devenir breton si on aime la Bretagne, ses paysages, ses habitants et toute sa culture. Et donc voilà les résultats. On a 63% des habitants de la Bretagne qui considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des parents bretons pour être breton. On peut devenir breton si on aime la Bretagne, c'est la proportion est quand même de 67% en 2003, c'est-à-dire qu'on a eu, on est dans une période où l'incohérence nous un petit peu, donc on a eu une diminution, mais on est quand même pas loin des 2 tiers de la population qui considère. Alors ça, c'est quelque chose qui serait très intéressant de mesurer ailleurs. Est-ce qu'on peut envisager ça en Galicie? Est-ce que les Galiciens diraient ça? Est-ce que, je ne sais pas du tout, est-ce que les Basques diraient ça? C'est quelque chose qui serait intéressant de mesurer dans notre région. Mais là encore, on est toujours quand même dans les représentations, toujours dans les propos, on n'a toujours pas d'éléments concrets sur les comportements. Alors sur les comportements, moi j'ai quelques petits éléments, mais je n'ai pas rassemblé quelque chose. J'avais une doctorante qui voulait faire sa thèse là-dessus, puis finalement elle ne la fera pas. On a donc des entretiens qui ont été faits notamment auprès des Chinois qui vivent à Brest. Alors, par exemple, Chang Liu nous dit ceci, les Chinois interviewés trouvent les Brestois sympathiques et sincères. Ils considèrent les relations avec eux plus simples et moins froides que celles qu'ils ont connues ailleurs. Ils gardent ne pas sentir de rejet de la part des Brestois et cette attitude amicale leur apporte beaucoup. Voilà, mais les Brestois, ce ne sont pas tous les Bretons. Voilà, les Chinois, c'est quand même une petite communauté en Bretagne. La communauté la plus importante en Bretagne, ce sont les Anglais, une très forte communauté anglaise, autour de 1000 personnes à peu près. Donc j'ai eu aussi une thèse là-dessus, mais on ne pose pas vraiment cette question de voilà, comment être intégré, comment vous êtes tous intégrés. Moi, j'ai été invité une fois par une association malienne à Rennes, alors il y a très longtemps, c'est une conférence, mais voilà, on vous invite parce qu'on aimerait comprendre pourquoi on est aussi bien accueillis en Bretagne. Oui, on a des prix là aussi, mais bon, c'est pas encore plus. Voilà, d'accord. Il y a des spécialistes de la question de l'immigration en Bretagne, deux personnes, Anne Morillon et Angelina Alexandre, deux sociologues, qui disent que voilà, elles ont collecté la représentation. Il y avait une tradition humaniste plus ou moins ancrée dans l'expérience migratoire des Bretons et leur vécu minoritaire, qui les amenait à se montrer naturellement bienveillants et accueillants envers les autres. Et que, c'est pas du tout prouvé par les faits, mais les Bretons en sont persuadés. Ils sont persuadés de ça. Donc elle dit que ce serait intéressant à étudier, parce que, selon le théorème de Thomas, eh bien, les idées finissent par avoir un impact sur les marches. Donc elle dit voilà un champ de recherche. Voilà, je vais à présent conclure mon intervention donc, sur l'identité, actualité et intégration aujourd'hui en Bretagne. Je vais la conclure en rappelant d'abord les résultats, si je puis dire, c'est peut-être un peu prétentieux, les résultats majeurs qui se dégagent de l'étude. D'abord, les Bretons donc, ne fondent pas leur identité collective sur la nécessaire communion autour d'une langue unique, ni
sur la valorisation d'une différence ethnique quelconque qui viserait de facto à exclure l'autre. Ils fondent leur identité sur leur culture sociétale et sur la volonté de partager un destin commun. C'est le premier enseignement qui me paraît vraiment solide. Deuxième enseignement, le rejet de l'autre, qui prenne la figure de l'étranger ou de la religion musulmane, semble, et là il faut être beaucoup plus prudent, moins répandu en Bretagne que dans l'ensemble de la population française. Troisième élément, troisième résultat, les représentations que se font les Bretons de l'intégration à la société bretonne, les représentations de parle, sont à la fois inclusives et affectives, fondées sur l'idée d'une émotion partagée. Voilà les trois enseignements qui me semblent ressortir des entretiens que j'ai menés, d'autres entretiens que j'ai pu collecter, des sondages. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ces caractéristiques. Alors là, je rentre dans le domaine de l'hypothèse. Première hypothèse, je crois qu'il y a une influence de la théorie française de la nation. Je dis bien la théorie, je ne parle pas de la pratique. J'ai souligné tout à l'heure l'importance de la langue dans les fondamentaux de la nation française. Et la théorie de la nation française, c'est la théorie de la nation civique, qui est toujours opposée à la nation ethnique, dans une nation dichotomie qui me paraît absolument contestable. Cette idée-là est très répandue. Il me semble que quand les Bretons défendent, c'est pas défendre, je ne parle pas du mouvement breton, ils ont une représentation non ethnique de la culture. Je pense qu'on pourrait voir là une influence de la théorie. Deuxième influence, me semble-t-il, les valeurs catholiques. J'en ai parlé quand je parlais de certaines valeurs qui étaient fortes en Bretagne, comme leur travail, comme l'honnêteté, etc., etc. Je pense que les valeurs catholiques peuvent certainement expliquer en partie l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre, c'est manifeste de nombreuses façons. C'est une ouverture à l'autre à l'intérieur, mais à l'autre à l'extérieur. Il y a beaucoup d'associations qui ont des organisations qui sont très actives, très dynamiques. Donc, je pense que là, on peut envisager un prolongement, si vous voulez, par rapport à des réminiscences de la religion catholique. Et puis, dernière chose, l'expérience d'une situation minoritaire. Je pense que cette expérience d'une situation minoritaire donne une sensibilité à la réalité. Je l'ai remarqué à de nombreuses reprises. Alors, ça c'est pas quelque chose qui a été mesuré, c'est une façon concrète, mais on a là aussi beaucoup de bribes. Ça n'a pas empêché les Bretons d'être des colonisateurs, quand les armées coloniales françaises avaient colonisé. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de sensibilité à la réalité. Néanmoins, on constate, que ce soit dans des travaux ethnologiques menés par les Français, par les Bretons, que ce soit dans un attrait pour les langues, que ce soit par exemple un festival à Douarnenez chaque année, c'est le festival des minorités, où toutes les minorités sont représentées, pas seulement la minorité nationale, mais aussi les minorités de handicap, les minorités sexuelles, etc. Donc voilà, il me semble que l'expérience d'une situation minoritaire donne une sensibilité à la vérité. Et ça n'est pas propre, évidemment. Voilà quelques hypothèses, mais évidemment, ça reste à démontrer et le cas échéant à évaluer. Je vous remercie pour votre attention.